Bonjour et merci de votre présence à cette présentation de la solution de virtualisation de postes clients DVS simplifié. Donc, mon nom est Cyril Bodillon, je suis avant-vente sur la partie serveur et stockage, mais plus en grande partie solutions et infrastructures pour Dell et sur le secteur public. Aujourd'hui, nous allons parler de la solution de virtualisation du poste client dans sa manière dite simplifiée, donc avec le produit Dell commercialise sous forme de package, donc le produit Citrix VDI in the Box, mais vous verrez que nous allons aussi également aborder d'autres produits. Donc, ce sur quoi on va s'interroger aujourd'hui, c'est quels sont les bénéfices de la solution de virtualisation du poste client et pourquoi passer sur ce type de solution. Ensuite, on rentrera un peu plus dans le détail dans une solution en particulier, donc, qui est DVS simplifié, donc Desktop Virtualization Solution pour l'acronyme DVS, donc sous la forme du produit VDI in a Box. Ensuite, on passera sur une démonstration du produit. Ensuite, on verra l'ensemble des services qui peuvent accompagner ces solutions, et aussi on verra également l'ensemble des autres solutions qui existent, puisque effectivement VDI in a Box est une solution parmi tant d'autres, et que bien entendu Dell a d'autres solutions pour des produits qui répondraient à des besoins peut-être plus spécifiques d'applications, ce genre de choses. Voilà. Donc je vous propose qu'on commence par une petite introduction avant de passer à la démonstration du produit. Donc, dans un premier temps, la virtualisation du poste client, pour remettre les choses dans leur contexte, ça consiste dans un premier temps, des périphériques que peuvent être des PC portables, des PC fixes, tout ce qui va être smartphones et tablettes, qui vont être en fait les périphériques d'accès à l'environnement virtuel du côté utilisateur. On va voir ensuite tout ce qui est l'aspect machine virtuelle, donc tout ce qui va être profil, données utilisateurs bien entendu, et tout ce qui va être aussi également la personnalisation de l'utilisateur de son bureau. Tous ces éléments-là correspondent en fait à l'environnement de l'utilisateur, ce qu'on appelle aussi le VDI, donc le bureau virtuel. Et tout ceci étant stocké dans votre data center, qui peuvent être sous plusieurs séries de serveurs et de bêtes disques associés, et aussi également d'autres périphériques de type réseau pour la sécurisation de l'accès à l'environnement. Donc là on parle uniquement de bureau virtuel, c'est-à-dire mise à disposition à l'utilisateur d'un environnement spécifique pour lui, ou bien totalement générique suivant l'environnement qu'on envisage et la configuration, et l'ensemble des applications étant directement préintégrées dans le bureau, elles n'ont pas séparé. Alors, dans un environnement traditionnel, comme on peut le voir ici sur la gauche, et donc vous avez peut-être l'habitude de gérer, donc avec des PC fixes, PC portables, on se retrouve finalement avec des PC qui au départ dépendent tous du même master, ou pratiquement tous, dans le sens où on déploie une seule et unique image, mais au fur et à mesure de la vie de la machine, le système d'exploitation va être modifié par utilisateur, on va se retrouver avec des mises à jour régulières, des applications qui sont spécifiques ou non à l'utilisateur, et donc le système finalement devient individuel. Et dans ce cas-là, en termes de migration et de mise à jour du poste, on fait là aussi de l'individualité, et donc ça nécessite beaucoup plus de temps de faire l'intégralité de ces mises à jour. Ce qu'il faut savoir aussi également, c'est que les données utilisateurs sont toujours stockées en local. Alors, sauf effectivement qu'à contraire, vous auriez mis en place des services de fichiers, mais il y a toujours une partie qu'on ne maîtrise pas, qui est la partie locale, et que peut-être les utilisateurs n'ont pas l'habitude de sauvegarder. Et il y a peut-être aussi également un risque, par exemple pour vos utilisateurs qui sont nomades avec des PC portables, de voir vos données soit perdues ou volées. Donc c'est des choses qui arrivent de manière assez régulière. Dans un mode plus évoluer donc dans un mode dit virtualisé, donc avec le bureau virtuel, donc VDI, on se retrouve avec l'ensemble du bureau qui va être exécuté dans votre data center, donc directement sur les serveurs, mais bien sûr la personnalisation de l'utilisateur existe, c'est juste qu'il dispose de sa propre machine dans votre data center. Et le gros avantage, c'est que l'ensemble des bureaux virtuels sont déployés, là aussi toujours à partir du même master, mais avec une généralité, c'est-à-dire que la personnalisation peut être vraiment appliquée sur chaque master déployé, et on ne gère plus les machines virtuelles de manière indépendante, mais là de manière unifiée. Autre avantage aussi, c'est que les données de vos utilisateurs sont stockées dans votre data center.
reste tout le temps accessible à n'importe quel moment pour vos utilisateurs, et vous aussi également, vous allez pouvoir mettre la main dessus, dans le sens où vous allez pouvoir les sécuriser, que ce soit les mettre à l'abri d'une perte tout simplement, hein, ou de l'effacement par l'utilisateur, ou aussi également d'un vol. Alors les solutions VDI, comme on les connaît habituellement, c'est des solutions, ou comme on connaissait il y a encore 5 ans, qui étaient des solutions avec les trois principaux éditeurs que sont Microsoft, Citrix et VMware. C'est des solutions qui nécessitaient en termes d'infrastructure une acquisition, même pour 10 utilisateurs, qui pouvait être conséquente. C'est-à-dire au moins un minimum de ressources CPU pour l'hébergement des machines virtuelles, tout ce qui va être aussi stockage et bêtes disques associés, partagés, pour l'accès aux données utilisateurs et l'hébergement des machines, et tout ce qui va être mis en place du réseau. Donc c'est une infrastructure assez lourde, déjà en termes de déploiement et de maîtrise, et aussi en termes d'installation logicielle, puisqu'effectivement il y avait une surcouche hyperviseur et applicatif qui venait par-dessus, sans passer aussi également sur l'aspect accès aux machines virtuelles. Donc toutes ces solutions-là avaient un coût, à la fois d'acquisition et de prise en main, qui était non négligeable, et comme on le sait aujourd'hui, donc les solutions de virtualisation de poste client ne sont pas forcément dès le début envisagées pour 200-300 utilisateurs, mais plutôt sur 10-20 utilisateurs pour faire un test, et donc certains de nos clients hésitaient à franchir le pas, notamment d'un point de vue budgétaire. Donc la solution VDI in a Box est là pour répondre justement à cette problématique. Alors elle se présente sous la forme d'un serveur, hein, donc on l'a schématisé ici, sur lequel on va installer un hyperviseur d'usine. Alors donc ça peut être un hyperviseur de 3 sortes. Vous pouvez avoir Citrix ZenServer, pour lequel effectivement la solution est entièrement gratuite. L'hyperviseur aujourd'hui maintenant chez Citrix est débloqué dans l'ensemble des fonctionnalités dans la version gratuite. Aussi on peut également installer d'usine un hyperviseur de type Microsoft Hyper-V, ou bien entendu VMware vSphere. Hein. Par-dessus d'usine, on va venir vous précharger une machine virtuelle qui est ici schématisée en bleu, qui est une machine virtuelle VDI in a Box, qui comprend l'ensemble des fonctionnalités de la solution, c'est-à-dire une console unifiée pour l'ensemble de l'administration de la solution, qui va faire aussi également répartition de charges, failover, et tout ce qui va être aussi intégration de l'ensemble des serveurs d'une grille VDI in a Box. Puis on le verra un petit peu plus tard, on a cette fonctionnalité-là qui est très intéressante pour mettre en haute disponibilité la solution. Et bien sûr, bien entendu, création des bureaux virtuels et l'association au profil. Dans une solution un peu plus traditionnelle, comme vous pouvez la connaître aujourd'hui, ou peut-être vous avez également aussi des solutions VDI que vous avez pu tester, on est sur une solution avec, sur la droite, une partie serveur qui va venir faire l'ensemble du calcul et donc l'hébergement des machines virtuelles au niveau processeur. On va avoir une seconde partie, la plus stockage centralisé, qui va venir héberger à la fois les machines virtuelles et les données utilisateurs ainsi que les profils. On va avoir une troisième partie qui correspond à la partie administrative, qui elle correspond en fait à l'annuaire des utilisateurs, et ensuite également une partie de type donc accès de tout ce qui va être utilisateur à votre réseau, et aussi également avec les pare-feux, ce qui peut être nécessaire pour sécuriser les utilisateurs en termes d'accès à votre réseau en interne et en externe. Sur la partie gauche, ce qu'on a schématisé, c'est tout ce qui va être la solution VDI in a Box aujourd'hui, donc c'est-à-dire un boîtier tout en un, donc sur l'aspect stockage, réseau et bien sûr CPU et mémoire. Et donc c'est ce serveur qui va englober le tout. En termes d'administration, évidemment, vous l'aurez compris, de déploiement, c'est relativement très simple. Alors cette solution, j'en ai parlé juste à l'instant, mais c'est une solution qui peut être mise en haute disponibilité, puisque vous pouvez commencer aujourd'hui avec un seul serveur qui va pouvoir exécuter de 50 à 100, voire même 120 utilisateurs par poste. Mais c'est une solution qui peut être mise en haute sécurité de manière très simple, et ça on le verra dans le cadre de la démonstration, en ajoutant des serveurs au fur et à mesure du temps. Donc vous pouvez aujourd'hui commencer avec une seule machine, et si vous souhaitez sécuriser la solution, acheter dans un second temps un deuxième serveur, le rajouter à la grille de manière très simple, et récupérer automatiquement la configuration du premier serveur pour un déploiement facile, et aussi également pour une mise en charge très progressive. C'est-à-dire que vous pouvez commencer avec là aussi un seul serveur, et si vous souhaitez doubler, voire même tripler le nombre d'utilisateurs, passer de 100, 200 à 300 utilisateurs, il suffit simplement d'ajouter de la ressource, donc du serveur.
et donc ces ressources sont automatiquement mutualisées à travers la grille. L'avantage de la solution ViaInnoBox aussi également, c'est qu'elle inclut donc effectivement en termes de connexion tout ce qui va être l'applicatif Citrix Receiver, donc qui est universel chez Citrix, donc qui récupère l'intégralité du protocole ICA à sa charge pour créer un tunnel entre votre PC fixe ou votre périphérique d'accès vers votre machine virtuelle hébergée dans votre data center. Alors, cette solution fonctionne sur l'ensemble des plateformes du système d'exploitation du marché aujourd'hui, donc ça peut aller de Microsoft bien sûr avec sa suite Windows, mais aussi également sur du Mac OS X, mais aussi également du Chromebook, tout ce qui va être aussi également iOS, plateforme Android, et ça de manière gratuite et avec multi-hyperviseur, multi-plateforme. Donc on peut envisager vraiment tout type de plateforme pour se connecter à un environnement virtuel. La solution, et ça on va le voir dans le cadre de la démonstration, se déploie en 4 étapes, de manière très simple et très rapide, dans le sens où on a 4 étapes principales pour, bien sûr, la configuration du serveur, la création d'un master, tout ce qui va être création de profil, et assignation des utilisateurs au profil. Voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la démonstration du produit, mais juste avant, pour que vous compreniez bien comment fonctionne la démonstration d'aujourd'hui, vous faire un petit schéma très rapide de comment on va utiliser la solution. Donc aujourd'hui je suis sur un poste d'administration qui est schématisé ici, avec un serveur d'annuaire Active Directory qui a déjà été configuré pour la démonstration et présent sur le réseau, et aussi également la présence de 2 serveurs. Alors, un premier qui est installé sur un vSphere, donc sur lequel ViaInnoBox a déjà été configuré en partie. Donc on verra qu'il reste encore quelques étapes pour mettre en production la solution, et sur laquelle on a déjà préchargé un master Windows 7 avec un annuaire déjà en place. Et dans un second temps, on se connectera à un deuxième serveur qui lui a uniquement l'hyperviseur de précharger, et pour lequel en fait le serveur arrive nu, et il faudra venir le rajouter à la grille, pour tout ça pour vous montrer combien il est simple de rajouter un serveur dans une grille ViaInnoBox pour sécuriser la solution ou augmenter le nombre d'utilisateurs. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est que on passe sur la partie démonstration. Voilà. Et on va se connecter à notre premier serveur, mais au niveau hyperviseur, pour vous montrer comment physiquement, au niveau de l'intégration de ViaInnoBox, comment ça se présente au niveau de l'hyperviseur. Alors, même s'il faut imaginer la solution comme une solution packagée de type boîte noire, même si j'aime pas trop ce terme, et donc la solution s'administre uniquement à travers la console qu'on va voir juste après, c'est pour vous montrer comment ça se présente au niveau hyperviseur. Et on verra aussi dans le cadre du déploiement des bureaux virtuels. Donc là sur mon serveur physique, j'ai 2 machines virtuelles. Une première qui correspond à mon VDI Manager, qui est en fait la solution ViaInnoBox, et donc qui est déjà allumée, et ma deuxième solution qui est en fait une image Windows 7. Voilà. Donc je vais réduire cet écran. Et pour accéder à mon interface d'administration, vous allez voir, en fait c'est très simple. J'ouvre un navigateur internet, moi ici Internet Explorer, et je vais rentrer l'adresse IP de ma machine virtuelle ViaInnoBox. Voilà, j'ai une petite erreur de certificat. Voilà. Et j'entre mon login mot de passe administrateur. Voilà. J'arrive tout de suite sur les fameuses étapes de mise en production de la solution. Donc vous voyez que les 2 premières étapes ont déjà été faites avant la démonstration. Donc tout ce qui est création des informations de connexion à l'hyperviseur et création du master. Donc là on est plus sur la 3e étape, création d'un profil. Un profil, qu'est-ce que c'est? Un profil en fait va spécifier la manière dont l'utilisateur va bénéficier de son environnement virtuel et la manière dont il va se connecter. Et il va pouvoir interagir aussi également avec cet environnement. Alors, on a ici sous l'écran la manière dont l'utilisateur va pouvoir interagir, dans le sens où je vais pouvoir spécifier le nombre de mémoire que va pouvoir bénéficier l'utilisateur dans son bureau virtuel, et aussi également le nombre de virtual CPU. Donc ça c'est plus sur un aspect performance de la machine virtuelle.
Dans un second temps, on a aussi également tout ce qui va être l'aspect pratique d'interaction avec la machine virtuelle. J'entends par là autoriser l'utilisateur à utiliser des périphériques USB, petites clés USB, et donc autoriser l'utilisateur, lorsqu'il connecte une clé USB ou un disque dur externe sur son PC fixe, à voir remonter ce même périphérique de stockage directement dans son bureau virtuel. Il en va de même pour les disques locaux. Donc typiquement, un disque C2 points d'un ordinateur portable remontera directement de la machine virtuelle. Et ça, on aura aussi l'occasion de le voir dans le cadre de la démonstration d'ici 5 à 10 minutes. Donc là, dans le cadre de la démonstration, je vais créer un profil étudiant et utiliser l'image Windows 7, donc la seule et unique, qui est créée dans le cadre de la démonstration. Ici, je vois les détails de l'image, une image Windows 7 qui pèse 15 Go. Donc je laisse tout par défaut. Je vais simplement décider la manière dont vont être nommées les machines virtuelles dans l'hyperviseur. Donc en commençant par étudiant, et la numérotation commencera par 1. Donc la première machine s'appellera étudiant 1, étudiant 2, étudiant 3 et ainsi de suite, au fur et à mesure de la création des bureaux virtuels. Ah, alors, petite description. Dans la seconde partie de la création du profil, et vous voyez c'est rapidement simple puisqu'il ne reste qu'une deuxième étape, on va spécifier le nombre de bureaux virtuels maximum que va pouvoir générer le profil étudiant. Donc là dans le cadre de la démonstration, je vais mettre 2. Simplement pour dire que si j'ai un troisième étudiant qui vient se connecter et que j'ai déjà 2 utilisateurs qui sont en cours d'utilisation, le système ne pourra pas créer un troisième bureau, puisque j'ai spécifié que c'était 2 maximum. Et il y a une notion qui est juste en dessous qui par contre est importante, c'est la notion de bureau prédémarré, donc qui est en fait une notion qui fait appel, ou fait référence plutôt, au nombre de bureaux virtuels que vous allez spécifier au système qui seront toujours démarrés en attente d'utilisateur. Je prends un exemple. Ici je vais mettre un bureau. Ce qui va se passer c'est que quand je vais faire save pour appliquer le profil sur mon système VDI in a Box, le système va automatiquement créer un bureau virtuel et le démarrer. Pourquoi? Puisqu'en fait j'ai spécifié ici qu'il fallait qu'il y ait toujours un bureau de prédémarré et de disponible, et donc pour éviter une simple chose, c'est que lorsque l'utilisateur se connecte le matin à 9 h, on se retrouve avec des temps d'attente au niveau de la création du bureau et de son approvisionnement, et donc du coup un temps d'attente pour l'utilisateur. C'est-à-dire que si typiquement ici je mets 0, ce qui va se passer, c'est que le système lui va prendre en compte la création du profil, mais ne va pas engendrer de bureau virtuel. Et donc quand l'utilisateur viendra se connecter le matin, le système devra créer la machine virtuelle, et donc l'utilisateur devra attendre que le bureau soit opérationnel. Alors que si ici je laisse au moins un minimum de 2, 3, 10 bureaux virtuels prédémarrés, le système fera en sorte de toujours avoir ce nombre de bureaux prédémarrés pour en éviter les temps de latence au niveau de la création. Voilà. Vous avez d'autres systèmes qui sont juste en dessous, donc qui correspondent en fait à des notions de profil persistant ou non persistant. Alors je m'explique. Un profil non persistant, donc ici qui est représenté par le mode pool, en fait spécifie qu'un bureau et donc correspond à une machine virtuelle qui provient d'un même master. Et donc quand ce bureau est allumé le matin, l'utilisateur se connecte, il récupère un bureau complètement lambda, donc non personnalisé, il travaille avec les applications que vous avez installées dessus, et lorsqu'il se déconnecte de son profil, la machine virtuelle est écrasée. On ne la conserve pas, il n'y a aucune conservation de données, sauf si bien sûr l'utilisateur stocke ailleurs sur le réseau ses données et son profil. Il y a un deuxième mode qui est intéressant dans VDI in a Box, qui est le mode Personal Desktop. Alors qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, lorsque l'utilisateur se connecte, donc il récupère une machine pareille, une machine virtuelle qui est complètement dépersonnalisée, mais en plus de ça, à la première connexion, on va venir créer un petit disque virtuel spécifique pour l'utilisateur, donc un personal disk, donc là aussi donc est nommément pour l'utilisateur. Donc l'utilisateur va faire toute la personnalisation de son bureau, et lorsqu'il va se déconnecter, là cette fois-ci tout est conservé sur cette petite partition dont on choisit la taille. Donc là par exemple l'aspect est grisé parce que j'ai pas choisi cette option dans la création du master, mais si je l'avais choisi, je pourrais cocher ici Personal Desktop et j'aurais une petite liste déroulante qui me permettrait de choisir la taille du personal disk associé à chaque utilisateur. Donc l'avantage c'est que du coup vous allez pouvoir gérer chacun des bureaux virtuels de la même manière que vous le feriez avec un mode non persistant, donc appliquer les mises à jour sans aucun problème à partir d'un seul et unique master.
et déployer des migrations de Windows 7 vers Windows 8 de manière très simple, tout en permettant aux utilisateurs de conserver leurs données et leur personnalisation. Bien entendu, vous pouvez continuer à gérer les bureaux virtuels de manière persistante. C'est-à-dire que lorsque l'utilisateur se connecte pour la première fois à un environnement virtuel, il récupère une première machine virtuelle qui conservera tout le temps de la durée de l'utilisation de son bureau. En revanche, c'est pas un mode qui est vraiment optimisé pour le VDI. Pourquoi? Puisqu'en fait, ça revient à utiliser la machine virtuelle de la même manière dont vous gérez aujourd'hui vos PC fixes et vos PC portables, c'est-à-dire de manière individuelle. Ça va impliquer une chose, c'est qu'en termes d'administration, il va vous falloir gérer les bureaux virtuels de manière individuelle là aussi, et donc en termes de mise à jour et de déploiement, on revient sur les mêmes problèmes et les mêmes temps d'administration de poste qui ne font pas vraiment l'avantage du système. Ça peut être intéressant pour quelques types d'utilisateurs, mais le mode général voudrait que vous soyez plutôt sur un mode non persistant ou au moins personal desktop. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais cliquer sur Save. Et on va aller voir tout de suite dans l'hyperviseur une fois qu'on a cliqué sur Save. Voilà. Et là, si j'agrandis les logs, vous allez voir que le système a déjà pris en compte, puisque je lui ai spécifié qu'il fallait qu'il y ait toujours un bureau virtuel de démarrer dans le cadre de mon profil étudiant. Et justement, l'hyperviseur a reçu l'ordre de la création de la machine virtuelle étudiant. Voilà, étudiant 1 vient d'apparaître. Et celle-ci va démarrer de manière assez rapide. Puisque là aussi j'ai spécifié qu'il fallait qu'il y ait toujours au moins une machine virtuelle du profil étudiant qui soit disponible à la connexion. Voilà, elle vient de démarrer. Je vais retourner dans mon interface administrateur. Donc, pour vous montrer un petit peu comment s'administre la solution. On a 6 onglets principaux. Donc le premier est un onglet plutôt de résumé. Donc l'onglet desktop. Donc ici, je vois qu'en fait, j'ai un seul profil d'actif, qui est le profil étudiant, qui peut générer un maximum de 2 bureaux virtuels, et qu'il y en a un qui est en cours de démarrage. J'en ai 0 de disponible à la connexion, 0 qui sont en pause, donc c'est-à-dire qu'un utilisateur aurait démarré le bureau mais se serait déconnecté, donc il sera en cours d'utilisation de ressources serveur mais l'utilisateur ne serait pas sur sa session, et 0 utilisateur connecté. Bon, c'est normal, le profil est tout récent. Voilà, donc pour le moment je ne peux pas me connecter en tant qu'utilisateur à la machine virtuelle, on va attendre simplement que celui-ci passe de starting à new pour pouvoir vous montrer comment finalement se gère la connexion au bureau virtuel. Dans l'onglet User Session, là on ne verra rien pour le moment s'il n'y a pas d'utilisateur connecté, mais on aura l'occasion d'y revenir. Dans l'onglet Images, donc je vois l'ensemble des masters que j'ai d'opérationnels sur mon appliance VDI in a Box. En l'occurrence, ça j'en ai qu'une seule. Je vois que celle-ci a une toute petite verte pour me spécifier qu'elle est en production et donc elle est utilisable pour générer des bureaux virtuels. Si je clique sur Publish, voilà, je vois que la machine est opérationnelle. Alors, mon système est en production, mes utilisateurs sont connectés, ils travaillent à partir de ce master. Rien ne m'empêche de venir éditer le master si par exemple je me suis aperçu qu'il manquait un applicatif ou alors que je veux prévoir le déploiement d'un service pack, je peux tout à fait le faire pendant que les utilisateurs sont en production. Simplement, vous voyez, j'ai cliqué sur Edit, ce qui va se passer c'est qu'il va copier le master en tant que machine virtuelle, il va allumer cette machine virtuelle de copie, me laisser faire les modifications, et une fois que les modifications sont appliquées, le système va effectivement l'appliquer à l'image principale, et ensuite les utilisateurs en bénéficieront suivant la politique de mise à jour que vous avez définie. Si c'est par exemple à chaque déconnexion du utilisateur, dans ce cas-là, lorsque l'utilisateur se reconnectera à son environnement, il bénéficiera automatiquement de la mise à jour. En revanche, si c'est une machine virtuelle gérée de manière persistante, la mise à jour ne sera pas appliquée à cette machine virtuelle. On le disait tout à l'heure, ça revient à gérer finalement une machine virtuelle de manière totalement individuelle. Là je vais faire cancel. Dans l'onglet template, c'est l'onglet profil en fait, c'est par lequel celui on a commencé, donc avec mon profil étudiant. Simplement ce que je vais faire, je vais créer un deuxième profil dans le cadre de la démonstration. Vous voyez un petit peu tout à l'heure comment cela apparaît au niveau de l'interface utilisateur. Donc je vais créer un profil professeur.
pareil, on va le nommer comme ça. Voilà, on va tout laisser par défaut. 2 bureaux maximum, mais par contre j'en démarre pas. Voilà. Dernière étape, avant de passer en production, donc on a notre image qui est opérationnelle, on a créé des profils, par contre on n'a pas assigné d'utilisateur au profil. Donc pour le moment, mes utilisateurs, lorsqu'ils se connectent à leur interface, ils ne voient pas de bureau disponible. Alors on l'a dit dans le cadre de la démonstration, on a configuré un Active Directory, donc qui est ici, mon serveur d'annuaire. En revanche, vous pouvez très bien fonctionner en mode workgroup, donc sans annuaire. Dans ce cas-là, il faudra créer chacun des utilisateurs de manière manuelle. Mais ça fonctionne parfaitement. Simplement ici, créer chacun des utilisateurs de manière manuelle. Donc ici, là, j'ai déjà une OU qui a été créée dans le cadre de mon annuaire Active Directory. Et comme on le voit, ce groupe d'utilisateurs n'a pour le moment aucun profil d'assigné. Donc les utilisateurs de ce groupe ne peuvent pas pour le moment exécuter de bureau virtuel. Donc je vais simplement venir faire un edit ici et leur assigner le profil étudiant et pourquoi pas professeur. Voilà. Et on va enregistrer les modifications. Donc là, dès à présent, simplement, j'ai terminé. Ma solution est en production. Ça veut dire que les utilisateurs du groupe VIAB User, lorsqu'ils vont aller dans leur interface utilisateur, vont tout de suite voir les 2 bureaux virtuels étudiants et professeurs de disponibles et pourront choisir celui sur lequel ils veulent se connecter. On va vérifier. Voilà, le bureau est toujours en cours de démarrage, donc pour le moment on ne pourra pas s'y connecter. Alors voilà, la démonstration ici aujourd'hui est faite sur un serveur plutôt limité en termes de ressources. On est plutôt sur une machine desktop qu'un serveur. Donc voilà, en termes de performance, il ne faut pas du tout prendre en compte ce que c'est, puisqu'aujourd'hui nos serveurs sont tout à fait capables de générer 120 à 130 utilisateurs pratiquement de manière instantanée, puisqu'on fonctionne sur un delta de machines virtuelles, donc l'approvisionnement est relativement très rapide. Alors ce petit onglet ici vous précise les ressources utilisées pour la machine. Donc ça c'est les ressources globales du serveur, l'ensemble des barres. En jaune c'est les ressources utilisées par les machines virtuelles, soit en cours de création mais de toute façon qui ne sont pas utilisées, puisque s'il y avait un utilisateur de connecté, il serait spécifié en vert ici. Et en gris un peu plus foncé, c'est l'ensemble des ressources qui seraient consommées par l'ensemble des profils qui ont été créés. Donc si par exemple j'allume toutes les machines virtuelles de professeurs et étudiants, la ressource des machines sera à peu près ici, donc de 50%. Voilà, j'ai un onglet serveur ici qui spécifie le nombre de serveurs que j'ai dans ma grille via Inbox. Donc là pour le moment j'en ai qu'un seul, et il est utilisé à 13% de ses ressources. Et donc toujours mon onglet utilisateur. Alors ici il y a un champ qui peut être intéressant pour vous, c'est un filtre que vous pouvez appliquer sur une plage d'adresse IP par rapport aux postes physiques donc qui servent de connexion pour vos utilisateurs à l'environnement virtuel. Je m'explique. Imaginons une salle de TP dans laquelle vous voulez limiter les utilisateurs à utiliser uniquement le profil TP, pour éviter par exemple que des étudiants se connectent à leur machine personnelle et plutôt au lieu de travailler sur leur cours fassent tout à fait autre chose. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que si vous connaissez l'adresse de plage IP des machines physiques, donc par exemple voilà, 1.10 jusqu'à 20, voilà, donc ça c'est la plage d'IP de ma salle TP, mais je vais dire que dans cette salle on pourra uniquement utiliser le profil professeur. Voilà. Ce qui fait que quand un utilisateur sera dans cette salle et fera une demande d'accès à son système via Inbox, il se verra proposer uniquement les machines virtuelles du profil professeur et non pas les autres. Donc là je vais simplement supprimer cette règle, parce qu'ici elle ne sera pas très utile. On va vérifier la création du bureau. Voilà. Il est dorénavant disponible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se connecter en tant qu'utilisateur. Pour se connecter en tant qu'utilisateur, c'est très simple. Il suffit simplement d'entrer l'adresse IP du serveur via Inbox et on va venir se connecter. Donc là, cette fois-ci, je rentre en tant qu'utilisateur et non plus en tant qu'administrateur. Et comme je fais partie du groupe VIAB User, je vois donc mes 2 profils. Mon profil étudiant et mon profil professeur. Je vais cliquer sur étudiant
Et donc ce qui va se passer, c'est que mon navigateur va générer un point ICA que va reconnaître le Citrix Receiver qui est installé sur mon poste d'administratif. Il va venir créer le tunnel entre mon poste physique et ma machine virtuelle hébergée sur le serveur. Voilà. On va laisser un petit peu tourner et vous allez voir que le système est en single sign-on, hein, donc l'utilisateur n'a pas besoin de se reconnecter une deuxième fois pour utiliser la solution. Voilà, on le laisse rentrer tout seul. Voilà. Et le bureau démarre de manière automatique. Alors en attendant qu'il démarre, donc ça là aussi pareil, hein, en termes de performance, ne pas prendre en compte ce que vous voyez là aujourd'hui, puisqu'on est sur un seul serveur de type desktop, donc les ressources sont plutôt limitées. Ce que je vous propose de faire, c'est on va venir se déconnecter de cet hyperviseur et on va se connecter à notre deuxième serveur qui lui est complètement dépourvu d'une configuration VDI in a box. Donc un serveur totalement nu, avec uniquement une vSphere installée. Et on va venir précharger une machine virtuelle VDI in a box qu'on aura téléchargée tout simplement sur le site de Citrix, hein, pourquoi pas la version de démonstration, et on va venir le rajouter à la grille VDI in a box. Voilà. Donc ça c'est mon deuxième serveur physique, et là vous voyez il n'y a aucune machine virtuelle, hein, aucune configuration faite. Et je vais déployer le template téléchargé sur le site de Citrix. Voilà, je vais chercher mon .ova, télécharger. Je laisse tout cocher par défaut. Simplement, je démarre la machine virtuelle une fois l'importation terminée. Voilà. Le temps de laisser faire le système. Quelques minutes. Mon bureau, là, vous voyez, en tant qu'utilisateur est accessible. J'ai l'applicatif Acrobat Reader qui est disponible. Alors l'utilisateur peut se mettre en plein écran, hein, et ça il a le choix lorsqu'il se connecte à son interface VDI in a box. Simplement ici il choisit ses préférences, hein. Voilà, soit en plein écran, il peut choisir la résolution et le type de protocole qu'il veut utiliser. Voilà, bon, là j'ai laissé par défaut. Et l'utilisateur travaille sur son bureau de manière tout à fait normale, hein, comme il aurait l'habitude de le faire sur un poste traditionnel. Voilà. Alors, une petite précision, l'utilisateur peut faire soit un déconnect, soit un log-off. En fait, ça va changer la manière dont le bureau va être géré dans VDI in a box. Donc là, si je reviens sur ma partie administrateur, je voyais les petites barres vertes indiquent que j'ai un poste qui est actuellement en cours d'utilisation. Et d'ailleurs, je vois ici News. Et donc, User Session, je vois que l'étudiant Demo User est connecté, qui fait partie du profil étudiant, qu'il est connecté sur mon serveur en .10 et qu'effectivement il s'est connecté à partir d'un poste fixe qui dispose de cette adresse IP et qu'aujourd'hui l'adresse de sa machine virtuelle est celle-ci. Alors petite précision, parce que là aujourd'hui on est sur une version un petit peu ancienne, mais sur la dernière version vous pouvez faire de l'assistance directement à partir de l'interface VDI in a box, c'est-à-dire que vous avez la Remote Assistant incluse, et donc vous pouvez accéder au bureau virtuel de l'utilisateur directement à travers l'interface VDI in a box. Et vous pouvez choisir les actions à faire sur le poste. Vous pouvez effectivement déloguer l'utilisateur, redémarrer son bureau, l'arrêter ou même le détruire. Voilà. Donc le système, voilà, est en train de démarrer la nouvelle machine virtuelle. On va ouvrir la console. Et le laisser démarrer. Pendant ce temps, on revient sur l'interface d'administration. Sur la partie administrative, une fois que la configuration est faite, il n'y a finalement pas grand chose à modifier. Peut-être 2-3 petites choses à vous montrer. Ici,
Vous pouvez spécifier une adresse IP qui permettrait aux utilisateurs de se connecter à partir de chez eux, donc à travers le WAN, à votre environnement. Et vous pouvez aussi une petite configuration, c'est en fait le système, lorsque vous créez le master, préconfigure votre master, c'est-à-dire importe la machine virtuelle, y installe l'ensemble des agents et le configure avec une clé soit d'activation multiple ou avec un serveur de clé KMS par exemple. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est également par défaut cocher cette case pour faire en sorte d'utiliser votre sysprep traditionnel. Une petite configuration là. En plus possible dans la solution BuildyInAbox. Donc j'ai toujours mon onglet User, mon serveur qui est toujours ici, mes profils, mon image qui est toujours opérationnelle sans problème, disponible, et mon onglet Desktop avec le résumé des utilisateurs qui est là. On va vérifier la disponibilité de ma machine virtuelle. Voilà, elle a récupéré une adresse IP, je peux dorénavant m'y connecter pour la configurer. Donc là aussi, pour y accéder, c'est très simple. On va rentrer l'adresse IP de ma nouvelle machine virtuelle. Voilà. Et on va rentrer les informations demandées. Donc là, l'adresse IP de l'hyperviseur. Donc le serveur physique. C'est avec l'espace de stockage, pour les stockages des machines virtuelles, le réseau, sachant que le stockage peut être réglé par aussi. Si par exemple vous avez des disques SSD que vous souhaitez stocker les machines virtuelles plutôt sur ces disques SSD, c'est possible de spécifier aussi cet espace. Là pour le moment j'ai qu'un seul disque, donc je vais tout stocker sur le même disque. Mais après si vous avez créé une deuxième grappe RAID avec des disques SSD, c'est possible de le faire sans aucune difficulté. Voilà, donc on va attendre la récupération des informations. Et là je vais faire rejoindre une grille puisque j'ai déjà un serveur qui est opérationnel sur le réseau. Et je vais rentrer l'adresse IP de mon premier serveur BuildyInAbox qui lui est déjà opérationnel. Donc là on se met dans le cas où j'ai déjà un serveur en production et que je viens rajouter un deuxième serveur sur la grille. Et vous allez voir que de manière automatique, il va venir récupérer l'intégralité de la configuration de la grille, et donc ça implique de récupérer les masters avec la façon dont ils ont été préchargés et l'ensemble de leur configuration. Alors oui voilà, je me suis trompé dans l'adresse IP, j'ai mis l'adresse IP du serveur physique, c'est les choses qui arrivent. Bien sûr il aurait eu un petit peu de mal à joindre le système. Voilà. Adresse IP physique, ça c'est très important. De toute façon, vous pouvez mettre yes ou no, c'est simplement un message d'alerte. Donc voilà, j'ignore le message. Voilà. Et là, regardez bien, je suis arrivé sur la même interface et l'interface a été updatée automatiquement et mise à jour des deux côtés. C'est-à-dire, ça c'est mon premier serveur et mon deuxième serveur qui vient de rejoindre la grille et qui a récupéré automatiquement la configuration du premier. Donc ici j'ai l'onglet serveur avec bien mes deux serveurs qui apparaissent et regardez bien le petit message d'alerte en haut qui précise que le premier serveur est en train de packager l'image pour le second. Donc ici dans l'onglet image, je vois que l'image est en cours de distribution et que le premier serveur qui est en point 10 est en train de packager l'image et que le deuxième serveur attend la réception. Donc ce qui veut dire que toutes les modifications que vous apportez au premier ou au deuxième serveur ou au dixième ou n'importe quel serveur dans la grille est automatiquement répercuté sur l'ensemble des serveurs de cette même grille. Donc en termes de configuration, c'est très simple. Vous faites la configuration une fois, elle est accessible pour l'ensemble de la distribution.
Voilà, donc après l'aspect démonstration, on a pu voir aujourd'hui le produit. On va revenir sur un peu plus l'aspect donc accompagnement sur la solution VDI in a Box, donc qui correspond à la partie Desktop Virtualization Solution de Dell en version simplifiée. Donc Dell peut vous accompagner sur l'intégralité de la solution à n'importe quelle étape. Donc bien entendu, ce qu'il faut savoir, c'est que les contrats d'assistance pro support sont inclus par défaut dans la solution VDI in a Box. Donc, par contre, pour tout ce qui va être accompagnement, donc ça peut aller simplement à l'installation du serveur de manière physique jusqu'à, pourquoi pas, une solution toute clairement avec l'intégralité de la création du master, l'importation, pourquoi pas, d'une machine physique en virtuel. Toutes ces solutions sont disponibles et vraiment configurables de manière personnalisée, donc selon votre besoin et votre expertise sur la solution. On en a parlé tout à l'heure, mais voilà, la solution est accessible à travers de nombreux périphériques, donc les périphériques de type physique, donc tout ce qui va être PC fixe, PC portable, bien entendu, et aussi également, on en a un petit peu parlé, de tout ce qui va être client léger, puisque Dell a racheté une société donc, que vous devez connaître qui s'appelait Wyse. Donc aujourd'hui, avec les solutions Dell Wyse, l'ensemble des clients légers sont compatibles avec la solution VDI in a Box, mais aussi l'ensemble des virtualisations, des solutions de virtualisation du marché. Alors justement, par rapport à ces solutions, aujourd'hui, on a parlé de la solution simplifiée sous forme d'appliance, donc c'est un serveur tout en un Citrix VDI in a Box avec le serveur Dell, mais on dispose aussi de d'autres solutions, les solutions dites d'entreprise, avec les produits comme Citrix Zen Desktop, VMware Horizon, Microsoft, Dell vWorkspace et bien sûr aussi également Unidesk. Ce sont des solutions qui peuvent être préconfigurées d'usine, mais surtout installées chez vous, donc dans votre data center, donc vous êtes encore le maître de votre donnée et de l'ensemble de la configuration de la solution. Sachez qu'également Dell peut vous apporter une solution tout en un dans le cloud, donc c'est-à-dire de Desktop as a Service, du DaaS, avec plusieurs types de propositions d'accompagnement, donc soit effectivement uniquement l'hébergement de vos machines, et dans ce cas-là vous êtes encore maître de l'ensemble de l'administration de la solution, ou alors également on prend en charge l'intégralité de la solution et vous vous occupez finalement que de la partie master et mise à jour de vos masters. Tout est possible et l'ensemble des bureaux virtuels sont hébergés par Dell et vos utilisateurs y accèdent partout dans le monde à travers n'importe quel type de périphérique. On a d'autres types de solutions autres que VDI in a Box, bien entendu, on en a parlé juste à l'instant, et je voulais en citer trois qui sont des solutions qui peuvent être spécifiques à Dell. Je pense notamment à la première qui s'appelle Unidesk, qui est une solution multi-hyperviseur qui se base sur des solutions de type VMware Horizon ou aussi également Citrix Zen Desktop, qui envisage le bureau sous forme de layering, donc de VDI par couche. Alors en fait, en quoi ça consiste? C'est-à-dire qu'on va envisager le bureau virtuel non plus sous la forme d'un master unique, mais sous forme de couches, donc soit une couche de système d'explication, de personnalisation et aussi d'application. Et donc lorsque l'utilisateur fait une demande de connexion à son bureau virtuel, finalement il ne se voit pas attribuer une seule et unique machine virtuelle avec un seul disque virtuel, mais plusieurs disques. Donc disques qui correspondent à l'ensemble de ces couches. L'avantage, c'est que en termes d'administration, c'est notamment plus simple et notamment plus flexible, puisque si vous avez des applications autres que celles qui sont préchargées dans le master à installer ou à mettre à jour pour l'utilisateur, en deux clics de souris, vous déployez sur une machine virtuelle spécifique ou sur l'ensemble des machines virtuelles une mise à jour d'une application spécifique. Vous pouvez aussi par exemple, un utilisateur qui est sur de Windows 7 et qui nécessite Internet Explorer 6 pour une application bien spécifique, lui déployer en 30 secondes, voire même beaucoup moins, donc le temps qu'il faut pour deux clics dans l'interface de console unique, pour permettre à l'utilisateur d'accéder à cet applicatif. Donc sans redémarrage du bureau virtuel et directement dans le bureau, préinstallé, comme si c'était une application installée directement nativement dans le système d'exploitation. Autre avantage de cette solution, c'est qu'en termes de ressources, bien évidemment, donc ressources là plus de stockage, on réduit considérablement l'empreinte sur votre système de disque, donc la consommation en termes d'espace disque, mais aussi également en termes de bande passante, puisque pour chaque utilisateur d'un système VDI traditionnel,
on va générer un bureau virtuel spécifique et donc de l'espace disque consommé. Là, sur la solution Unidesk, on part d'un seul et unique master, donc on ne crée pas de nouvelles machines virtuelles, enfin en tout cas de nouveaux disques virtuels, on fait simplement une association de disques entre eux, et donc l'ensemble de l'espace disque est disponible pour là uniquement générer du bureau et permettre à votre système de stockage de ne pas être engagé par les bureaux virtuels. On a une autre solution un peu plus spécifique qui est vWorkspace, qui est une solution unique qui vous permet de générer des bureaux virtuels Linux. Donc puisqu'on a parlé tout à l'heure de ViaInbox mais qui gère uniquement des bureaux Microsoft, là sur la solution vWorkspace on peut générer des bureaux virtuels Linux avec des connecteurs tout aussi spécifiques et gratuits pour le multi-hyperviseur et aussi là également pour multiples systèmes d'exploitation pour permettre aux utilisateurs de se connecter avec des distributions qui seraient autres que des distributions que l'on connaît aujourd'hui, donc de type Microsoft. Là, typiquement, on peut envisager n'importe quel système d'exploitation au niveau virtuel. Vous avez aussi l'intégration d'une console unique pour gérer la solution. Elle est aussi également multi-hyperviseur. Une petite spécificité au niveau technique, c'est qu'elle intègre une fonctionnalité qui s'appelle Hypercache et qui permet de précharger les machines virtuelles directement en mémoire RAM du serveur, donc avoir des temps d'accès à la machine virtuelle qui sont considérablement réduits. Avec un outil aussi, je précise, depuis les dernières versions, qui est préchargé et donc qui est gratuit avec vWorkspace, qui s'appelle Foglight et qui vous permet directement de monitorer l'intégralité de votre solution sur l'ensemble du panel, que ce soit matériel ou logiciel, et voir où pourraient être des points d'amélioration, que ce soit par exemple des latences au niveau réseau ou des temps d'accès disque qui seraient supérieurs à la normale. Là, vous pouvez les identifier et les résoudre le plus rapidement possible. Une dernière solution, Pivot 3, qui se présente sous la forme d'appliance. Alors par contre uniquement sur les solutions VMware View et Horizon bien sûr maintenant. Donc qui vous permet de déployer l'intégralité d'une solution VMware en moins de 24 heures. Donc ça se présente sous la forme d'un serveur, là aussi tout inclus, stockage, réseau et bien sûr un CPU. Et donc qui inclut l'ensemble de la solution View, vWorkspace et Mirage et vous permet de déployer l'ensemble d'une solution qui est complexe et qui normalement nécessite de 5 à 10 jours d'accompagnement chez nos clients en moins de 24 heures. On arrive à la fin de notre présentation. Alors bien entendu, si vous souhaitiez rentrer en contact, donc soit directement avec moi ou alors avoir un peu plus d'informations techniques, vous pouvez reprendre contact avec votre responsable commercial en région. Et aussi également, il faut le savoir, ces produits qu'on a présentés, donc ViaInbox plus en détail, mais aussi vWorkspace, VMware View, tout ce qui va être aussi Citrix Desktop, Unidesk ou Pivot 3, sont des solutions dont Dell est partenaire et donc peut vous proposer une démonstration directement chez vous sur site avec prêt de matériel pour une durée plus ou moins courte afin que vous puissiez faire des tests directement chez vous, puisque le but d'une solution de VDI c'est que avant de vous lancer, vous puissiez tester la solution et voir qu'en production sur votre réseau, ça fonctionne ou non. Et dans ce cas-là, on adapte la solution par rapport à votre besoin. Vous avez deux sites aussi pour vous aider à faire un petit peu votre choix. Vous avez la solution donc DVS Simplified, donc, qui est un site spécifique, et aussi la solution Virtual Desktop qui elle englobe l'ensemble des solutions de virtualisation de Dell. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi attentivement cette présentation, en espérant qu'elle a été la plus simple possible, même si on n'est pas rentré dans l'intégralité des détails, mais en tout cas vous permettra d'avoir un avis sur la solution ViaInbox, de voir si ce produit vous convient ou non, et ensuite effectivement reprendre contact avec votre commercial et votre avant-vente pour discuter de cette solution ou d'une autre, et ensuite effectivement voir si la solution peut correspondre à votre environnement et procurer des tests chez vous pour valider ou non ces points. Donc je tenais encore à vous remercier pour votre présence aujourd'hui et de votre attention, donc en espérant avoir répondu à l'ensemble de vos questions. Dans l'attente, je tenais à vous remercier et encore également à vous souhaiter une très bonne journée. Merci, à bientôt.